Lors d'une de ces étranges interviews, Hunter, le fils de l'ancien président Joe Biden, a dit quelque chose qui a laissé Paul Vericki sans voix de surprise. Je veux dire, Epstein a présenté Melania à Trump. Les liens sont si vastes et profonds. Epstein aurait présenté Melania à Trump, c'est ce que Hunter a dit. Eh bien, l'allusion était bien sûr claire. Melania travaillait comme prostituée chez Epstein, et comme pour ses autres prostituées, Epstein l'a présentée à un client riche et puissant qui ensuite l'a épousée. D'ailleurs, cet lien, c'était l'un des sujets auxquels les démocrates avaient assez réfléchi à l'époque. Mais les médias américains ont refusé d'y réfléchir, craignant, disons, d'énormes réclamations financières de la part de Trump. Et à ce que Hunter, Melania et Trump ont dit il y a environ une semaine, eh bien ils ont naturellement réagi. Hunter Biden a rejeté la menace de poursuite d'$1 milliard de la première dame Melania Trump. S'il ne retire pas, comme elle l'affirme, les commentaires mensongers et diffamatoires l'alliant au défunt pédophile Jeffrey Epstein. L'ancien premier-fils a fait cette déclaration avec un sourire en coin lors d'une interview dans l'émission YouTube Channel 5 avec Andrew Callahan. Nous sommes donc ici peut-être pour vous permettre de présenter vos excuses à la première dame. Pour vos déclarations concernant son éventuel lien avec Jeffrey Epstein. Cela n'arrivera pas. Les avocats de Melania ont envoyé une lettre à Hunter et à ses avocats, exigeant des excuses, mais aucune excuse n'a été présentée. Je pouvais, a dit Hunter, lire cela dans la biographie de Melania, alors qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Le non-respect entraînera le fait que Mme Trump n'aura d'autre choix que d'exercer tous les droits et recours juridiques à sa disposition pour obtenir réparation du préjudice financier et de réputation considérable que vous lui avez causé, a écrit l'avocat de la première dame, Alejandro Bretto. Hunter Biden a continué de défendre ses commentaires passés dans une interview récemment publiée, affirmant que l'information provenait des affirmations faites par le biographe de Donald Trump, Michael Wolff, auxquelles il s'est référé plus tard dans l'interview initiale. D'après son biographe, Jeffrey Epstein a présenté Melania, permettant sa rencontre avec le président. C'est vrai. Epstein Les a présentés, oui, selon Michael Wolff. Cependant, l'équipe de Melania apparemment avait prévu une telle défense. Ils ont écrit dans un avis juridique qu'ils s'étaient basés sans raison sur des propos faux et diffamatoires de M. Wolff sur Mme Trump et avaient choisi de les republier malicieusement. Son équipe a également adressé des menaces similaires à d'autres personnalités clés. Le mois dernier, par exemple, le Daily Beast a retiré un article qui relayait des affirmations similaires après des menaces de l'équipe de la première dame. Brito a donné à Hunter Biden jusqu'au 7 août, 17h, Brito a informé Hunter Biden qu'il avait jusqu'au 7 août à 17h la presse. Présenter sans délai des excuses pour les propos faux, diffamatoires, trompeurs et provocateurs visant Madame Trump. Sinon, ils engageront une action en justice contre lui en réclamant $1 milliard de dédommagement. Il y avait une publication qui a décidé de publier des extraits de la soi-disant biographie de Melania, écrite en réalité sur commande du Parti démocrate lorsqu'ils essayaient de faire passer cette affaire. C'était avant le second mandat, avant Trump en 1947. Mais ils se sont immédiatement excusés et ont tout retiré d'Internet et Hunter a décidé que, puisqu'il avait lu ça quelque part, il pouvait le répéter. Melania a donné à Hunter jusqu'au 7 août, mais il ne réagit pas. Il en rit et affirme qu'il est un pauvre artiste, qu'on ne peut rien lui prendre à part ses tableaux, qui auparavant se vendaient à $1,5 million. C'était donc quand papa était président, et maintenant, les surprises n'intéressent plus personne. Hier, j'ai annoncé que Kash Patel avait trouvé et commence à révéler les détails de l'échange de services des États-Unis, c'est-à-dire des services du pays. Pour les gros virements à la fondation Clinton, ils allaient directement à la famille Clinton, père, mère et fille. C'est exact. C'est une enquête distincte que le FBI comptait mener sur la fondation Clinton, ainsi que sur sa période en tant que secrétaire d'État. Les accusations qui circulaient, c'était un peu dans la sphère publique, où les gens parlaient de certaines des
De grands donateurs de la Fondation Clinton, des personnes influentes, obtenaient des rendez-vous ou d'autres avantages comme des nominations. Lorsqu'elle était secrétaire d'État, il y avait un exemple précis, Clinton Cash. Oui. Donc, cela se passait pendant l'administration Obama. Lorsqu'elle était secrétaire d'État, qu'est-ce qu'ils auraient enquêté? Probablement sous Trump, non? Oui, c'est ainsi que ça a débuté. Le FBI a lancé l'enquête en 2015. Donc, à la fin de l'administration Obama, ils ont commencé à examiner cela, ont commencé à travailler dessus, et les détails ici sont fascinants. Chronologie rédigée par un avocat du ministère de la Justice, nommé au FBI sous James Comey. Obama préparait un dossier sur Hillary au cas où, et il a commencé la surveillance et la vérification des faits en 2015. Je pense que c'était pour pouvoir dire, si besoin, que non seulement nous n'avons rien fait de mal, mais aussi lancer une enquête. Mais les Clinton ont étouffé le scandale et le FBI n'a jamais transmis ces preuves recueillies nulle part. De nombreux noms individuels ont été retirés. Il s'agirait surtout d'avocats américains et de personnes travaillant dans ces bureaux ou ceux du FBI local. Mais les principaux noms que vous voyez sont des personnes comme André McCabe, qui était le directeur adjoint du FBI. Il mettait des obstacles à chaque coin de rue pour les agents de terrain qui voulaient vraiment avancer. Ces agents du FBI avaient des informations, ils ont mené des enquêtes préliminaires et on leur disait, comme l'a dit Logan, d'arrêter cette enquête sur la corruption présumée dans la fondation Clinton et de la part de l'ancienne secrétaire d'État Hillary. Clinton, un ordre resté venu de fermer et d'oublier. Ils ont fermé, mais tout le monde n'a pas oublié. Parce que, qui qu'il soit, démocrate, libertarien, républicain, ou même quelqu'un sans parti. Parmi tous, il y a des gens honnêtes qui ne sont pas là pour l'idéologie, mais pour le pays, pour la patrie, pour les enfants, pour l'intégrité. Nous commençons à découvrir qu'il y a beaucoup d'activités où le ministère de la Justice et le FBI tiennent des réunions. Ils organisent des appels vidéo, dont l'un a été mené par le directeur adjoint André McCabe. En février 2016, donc c'était leur première initiative qui a commencé en août ou juillet 2015. Donc, avant même que nous soyons réellement entrés dans le cycle électoral, ils examinaient cela, commençaient à enquêter là-dessus. C'est exact. Alors, peut-être que c'est à ce moment-là que le FBI faisait encore plus ou moins son travail. Donc, au moins, les agents sur le terrain, oui. Ensuite, cela commence à remonter. Le directeur adjoint McCabe dirigeait cette réunion. C'était un appel vidéo sécurisé réunissant de nombreux membres des départements des poursuites criminelles des bureaux de Washington et de New York. Et lui? Nous devons nous assurer qu'aucune action d'enquête évidente concernant l'enquête sur la fondation Clinton n'est entreprise sans son adaptation. Et donc déjà depuis Washington. Le directeur adjoint dit, « Vous ne pouvez rien faire tant que je ne vous ai pas donné mon approbation pour avancer dans l'enquête. » C'était déjà 7 mois après qu'ils aient commencé à travailler sur cela. La direction du FBI fréquente les plus hauts niveaux, et les intérêts de ces élites sont pour eux plus importants que les enquêtes et leurs propres responsabilités professionnelles. L'honneur et la conscience. Malheureusement, la morale, ils ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas peur de la punition, ils veulent continuer à rester dans leur zone de confort. Clinton est venu du Kansas, où Bill était gouverneur. Et là-bas, il a accompli beaucoup, d'où l'intérêt du FBI pour l'Arkansas et Bill. Il y a beaucoup de documents à leur sujet, y compris pour cette époque, une vingtaine de personnes mortes dans des circonstances étranges qui comptaient de révéler quelque chose sur Bill et Hillary. À ce jour d'ailleurs, il y a plus de 80 morts inexpliquées de ce genre. Il y a des gens qui pensent que Bill... D'ailleurs, j'ai réalisé une assez grande émission, il me semble, 7 ou 8 vidéos d'une demi-heure sur ce sujet. C'est disponible sur mon Camerton Global. On peut déjà y trouver beaucoup de matériel intéressant. Mais revenons en arrière. À ce jour, au moins 80 personnes du cercle des Clinton, pour ainsi dire, sont soit mortes de façon très étrange, soit se sont suicidées. Là-bas, il y en a 2, je crois, qui se sont tirés une balle dans la nuque. D'accord. Quelqu'un plaisantait, disant qu'ils l'ont fait 2 fois. Mice. Donc en conséquence, compte 3 bureaux du FBI, indépendamment les uns des autres d'ailleurs,
enquêter sur les activités criminelles de Clinton, ou plutôt enquêter sur les activités criminelles présumées de Clinton en Arkansas, à New York et à Washington. Le bureau de l'Arkansas, parce que c'est là que... L'organisation a été fondée, exactement. Mais d'où viennent les Clinton? Ils ont beaucoup de relations là-bas. La plupart des opérations étaient menées depuis New York, impliquant donc ce bureau. Mais Little Rock, New York et Washington enquêtaient chacun de leur côté sur l'affaire. Nous avons ensuite appris qu'elle leur avait demandé d'arrêter. En réalité, ils ne l'ont pas fait, les agents du FBI, parce qu'ils continuaient à enquêter, à examiner. Et voici l'ancien, sous Trump, le 45e directeur de la CIA, le directeur du renseignement national, qui a lancé le processus de déclassification des documents pour retrouver les pistes cachées de l'enquête. Voilà, c'est comme ça. En février 2020, nous avons déclassifié de nombreuses informations. À ce moment, nous avons prouvé qu'Adam Schiff faisait de la politique, manipulait la vérité et mentait au peuple américain pour des raisons politiques. Et nous l'avons prouvé en déclassifiant des documents qui montraient que ces attaques contre Mike Flynn étaient totalement fausses et fabriquées. Ce qui aurait dû se passer en février 2020, c'est que Bill Barr, qui était procureur général, aurait dû immédiatement prendre cela et porter plainte pour prouver ce qu'Adam Schiff avait fait. Et la manipulation est claire. Je pense qu'en tant qu'homme politique, en tant que président du comité du renseignement, une personne qui passe à la télévision et dit « Croyez-moi, je sais de quoi je parle, mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est du renseignement », il a menti. Maintenant, nous savons qu'il a menti et je trouve honteux qu'on lui ait permis de continuer. Sans conséquence, j'espère que cela changera. Voici ce que les démocrates ont fait après avoir tout obtenu. Des documents reçus de personnes haut placées, je ne sais pas. Par exemple, la procureure générale adjointe Sally Yates a dit en 2017 « Fermez ça ». Citation. L'enquête contre les Clinton et leur fondation doit être fermée immédiatement. Toutes les enquêtes et investigations. C'est quand même intéressant. Une personne commet un crime, mais si son parti est au pouvoir à ce moment-là, elle n'est pas punie. Est-ce cela que nous voulons dans le pays où vous êtes venus vivre, mesdames et... Messieurs? Très bien. Et maintenant, il se passe des événements majeurs dans l'actualité. Nous avons reçu de nouveaux documents sur la dissimulation d'informations pour Hillary Clinton. 3 grandes enquêtes que le ministère de la Justice sous Obama a ordonné d'arrêter. Alors, un peu de contexte. Russ a servi notre pays à différents titres. Il a travaillé sur des programmes d'accès spécial pour la RUMA, la Direction du renseignement du ministère de la Défense, et la Agence nationale de la sécurité, l'Agence nationale de la sécurité RUS. Est-il vrai qu'en raison de votre habilitation de sécurité et des programmes auxquels vous étiez rattaché, il vous était interdit de communiquer avec le Congrès et la Commission du renseignement du Congrès? Oh, c'est vrai. Je ne pouvais pas parler aux 2 commissions car leur habilitation était insuffisante. Incroyable mais vrai, TAC, votre habilitation dépassait celle des membres du Congrès à la Commission du renseignement. Rédacteur, d'après la Agence nationale de la sécurité, oui. Pensez-vous que c'était un prétexte pour vous faire taire? Même si la lettre mentionnait vos droits du premier amendement. Nous aimons que vous vouliez parler, mais si vous le faites, nous essaierons de vous détruire. Eh bien, ils ont quand même essayé de me détruire, donc... Ça? Mais oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu, je ne sais pas, quelques conversations avec le Congrès à un niveau inférieur avec des collaborateurs et l'une d'elles avec la HPSC. Le gars répétait sans cesse « si vous dépassez la limite de S ». Secret, ici, vous enfreignez la loi et risquez d'être arrêté. Tant que je suis sur la colline du Capitole, je me demande « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi m'avez-vous appelé? Pourquoi est-ce que je vous parle ?» Vous savez, c'est tout simplement fou, mais cela montre simplement que le Congrès a été compromis. Ce Congrès doit veiller à ce que les forces de l'ordre ne dépassent pas les limites. Mais les forces de l'ordre accordent à certains de leurs membres une autorisation supérieure à celle des membres du Congrès. Selon la loi, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de répondre aux questions des membres du Congrès, faute d'autorisation suffisante. Ils mentent tout simplement, mais légalement, c'est comme une justification.
Je veux que vous écoutiez cette conversation absolument unique, que vous écoutiez cette discussion captivante et intéressante. Entre Steve Gardner-Home, que j'ai déjà présenté plusieurs fois, un journaliste et podcasteur intéressant, et ainsi de suite, et un ancien analyste de l'Agence nationale de la sécurité de très haut rang, qui avait une autorisation, pas seulement, disons, comme seulement 8 personnes sur la colline du Capitole. Je vous ai raconté 4 du Congrès, 4 du Sénat obtiennent le droit de leur dire ils doivent entrer dans une salle spéciale. Et là, sans rien emporter, ils prennent connaissance des informations. C'est pareil pour le président. Quelques personnes au Pentagone et à la Maison-Blanche reçoivent aussi cela, et c'est tout. Il en avait un pareil. Eh bien, quelqu'un devait bien faire ses rapports. Eh bien, c'était lui la personne qui rédigeait ses rapports. Ce dont je m'occupais, a-t-il dit, ça ne s'écrit pas dans les rapports au président. On vient le voir quand il n'y a personne, et on lui chuchote à l'oreille. Eh bien... Tout a commencé avec moi et le général Hayden, qui apparemment a vendu son âme. Il a conclu un pacte faustien avec le président de l'époque, qui était Bush, George Bush, pour obtenir une étoile de plus sur son épaule. Et finalement, il a été récompensé pour avoir déployé l'Agence nationale de la sécurité à l'intérieur du pays contre tout le monde dans le pays, obtenant ainsi une étoile supplémentaire et devenant directeur de la CIA après l'Agence nationale de la sécurité. George Bush Fields. Ils ont commencé à surveiller tout le monde, à collecter des informations. Eh bien, juste au cas où... Selon vous, est-ce Hillary Clinton qui a impliqué Obama, Obama qui a impliqué Hillary, ou ont-ils décidé ensemble? Nous utilisons les services de renseignement et les grands médias qui aiment nourrir le public américain avec ces informations. Nous allons retourner cela contre l'Amérique et écarter Trump. Voilà ce qui s'est passé, à mon avis. Je pense que vous vous souvenez, quand Obama se présentait à la présidence et nous... Vous savez, j'ai révélé ce que je savais au monde à la fin de 2005. Donc, l'Agence nationale de la sécurité, bien sûr, a déclaré que j'étais fou. Ils ont dit que j'étais cinglé, que j'avais perdu la raison. Vous pouvez vous demander pourquoi ils ont donné à un gars avec les plus hauts niveaux d'accréditation de sécurité dans ce pays à un cinglé? Oui, j'ai réussi toutes mes évaluations psychologiques avant qu'ils ne me poursuivent par vengeance. Mais Barack Obama disait qu'il allait mettre fin à l'abus des ennemis au sein de la communauté du renseignement et tout ça. Et puis, quand il était sénateur, cette question est apparue. Et vous savez, à ce moment-là, je savais déjà qu'il l'espionnait. Je crois qu'il détenait des infos compromettantes sur Barack Obama, ce qui l'a rendu leur marionnette. Après qu'il soit venu le voir et lui ait dit « Nous avons des informations compromettantes sur toi. » Tu auras droit à la carotte et au bâton, nous allons te rendre incroyable. Tu deviendras président, tout le monde se prosternera devant toi, ou bien nous? Nous te détruirons. L'un l'autre. Et, bien sûr, il a choisi. Eh bien... Je ne sais pas ce qu'ils ont contre lui. Je ne sais pas ce qu'ils avaient contre lui, mais... Je pense qu'ils ont des informations compromettantes sur lui. Et Il a dit, moi... Je prendrai l'argent et ferai ce que vous direz, car je suis le patron. Je me souviens, c'était vers 2015. Environ, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Barack Obama est soudainement apparu à l'Agence de sécurité nationale. C'était une sorte de réunion secrète. Je le savais parce que j'avais des sources, même une très proche. Je pense que je peux dire que ma femme travaillait à l'Agence de sécurité nationale. Elle travaillait au service administratif ou dans le service des contrats, donc elle ne s'occupait pas des affaires secrètes. Donc ma femme ne savait même pas qu'il allait venir. Alors j'ai dit, oui, il va venir. Et moi, je pense qu'il a été appelé à l'Agence nationale de la sécurité pour lui faire la leçon que il va faire ce que nous disons, sinon. Donc, je pense qu'Obama a été compromis et au final, soyons honnêtes, Hillary a probablement plus de casseroles qu'une méchante sorcière de l'Ouest. Elle n'a pas seulement une escouade de singes volants, mais aussi 4 ou 5 armées à son nom. Donc ce n'est probablement pas difficile. Ce n'est pas trop compliqué de trouver des casseroles sur Hillary. Et d'ici 2012. La Agence nationale de la sécurité écoute tout de toute façon, surtout les affaires étrangères impliquant les nôtres. Et donc, quoi qu'il se passe à Benghazi, l'Agence nationale de la sécurité est au courant. Tous ces 30 000 emails qu'Hillary a supprimés et détruits, et tu sais, Store-là, l'Agence nationale de la sécurité les a. Ils les ont? Donc, vous ne pensez pas que la communauté du renseignement contrôle les gens quand elle a de tels dossiers compromettants sur eux? Bien sûr que si. Ils le peuvent.
À mon avis, c'est un monologue remarquable. Il y a des gens dans l'État qui savent tout sur tout le monde, mais surtout sur ceux qui se distinguent particulièrement là-bas. Peut-être qu'ils ont aussi des infos sur les concierges, balayeurs et désherbeurs. Je doute qu'ils s'y intéressent vraiment. Mais ceux qui se distinguent par quelque chose, ces personnes-là, il y a des informations sur elles, s'ils le veulent. Ces messieurs qui détiennent des informations peuvent maîtriser n'importe quel sénateur, gouverneur ou président, parce que le président n'est pas devenu président du jour au lendemain. Il a mis assez longtemps pour y arriver. Et il semble bien qu'ils n'ont rien contre Trump. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter, disons, et le pouvoir leur échappe des mains, parce que le pouvoir là-bas n'était pas maintenu à l'aide de ces petits documents. Mais c'est encore moderne pour l'enlever. Peut-être même avant, mais il est surtout connu pour cette affaire. 4 présidents, et il les tenait tous en laisse. Voilà Hillary, Bill Bush, puis Obama, tous font ce que les bons gars des services de renseignement leur disent de faire. On ne peut pas s'en approcher. Même, d'accord, laisse-moi changer de sujet. Tu te souviens, en 2023, quand l'officier Jack Teixeira a divulgué des informations sur Discord à ses amis de jeux vidéo? La preuve que l'Ukraine était en train de perdre la guerre russo-ukrainienne. Tu te souviens de cette histoire? Moi? Il me semble que je m'en souviens. Oui, d'accord. Donc, au final, Biden était furieux parce que les renseignements montraient que l'Ukraine ne gagnait en fait pas, que les armes n'arrivaient pas vraiment, que l'argent était volé. Il est condamné à 15 ans de prison pour avoir révélé la vérité. Je me demande simplement ce que vous pensez qu'il pourrait arriver au député Adam Schiff, qui semble avoir délibérément divulgué de fausses informations en 2017 et 2018. Pour humilier Donald Trump, ses enfants, tromper le peuple américain et organiser un coup d'État en douceur contre le président en exercice. S'ils poursuivent un gars pour avoir divulgué des informations lors d'un match, pourquoi ne poursuivent-ils pas le gars du comité du renseignement qui a donné de fausses informations aux Américains? Suite, il y a une différence entre celui en bas de l'échelle et celui au sommet. Et au final, il faut réaliser que le président Trump le comprenne ou non, que les serpents sont toujours là. L'État profond reste actif, j'y crois. Il était très confiant. En devenant président, j'ai dit à ma femme, cet homme ignore totalement ce qui l'attend. Et il ne l'avait pas. Et les serpents s'enroulaient autour de ses jambes, souriant, et, vous savez, le couvrant de compliments, en gros, le flattant juste avant de planter leur croc directement dans la chair de son derrière. Donc ces serpents sont toujours là, et ces serpents vont essayer de protéger Shifty Schiff. Donc vous savez, vous devez voir, vous savez, si cela n'arrive pas, vous savez, tout d'abord, Mademoiselle Bondi est définitivement compromise, si tout sera bloqué et ne progressera pas. Comme je l'ai dit, j'ai des doutes sur elle. Tulsi Gabbard, je n'étais pas sûr d'elle, vous savez. Je pensais qu'elle était bien sûr qualifiée, même si elle n'avait jamais travaillé dans le domaine du renseignement, mais elle a prouvé qu'elle était loyale. Mais la communauté du renseignement l'a piégée quand elle est allée au Capitole pour dire que, vous savez, il n'y avait aucune possibilité pour les Iraniens de produire ou qu'ils n'enrichissaient pas de matière nucléaire pour des armes nucléaires. Des armes. C'est intéressant, il pense que Pam Bondi a quelque chose de sombre dans son passé, que les services de renseignement connaissent et qu'ils l'ont coincé à cause de ça. Et que Redcliffe, qui était à la CIA, est leur homme, pas celui de Trump. Pourra Tulsi, elle est l'une des leurs. Ils ont tenté de la piéger pour l'écarter, sans succès. Intéressant, rédacteur. Que s'est-il passé avec l'affaire Einstein et la décision du programme alimentaire mondial? Rédacteur Semkin sous-titre, N. Alexandrova, correcteur A. Kumakova. Vous apprendrez que les gardiens et le directeur de la prison vivent tous très confortablement aujourd'hui. Nouvelle maison, nouveau bateau, tout ça. Mais ils savent que parler, c'est risquer la mort. Donc oui, il n'y a aucune chance que cela soit arrivé à Einstein. Et vous savez, je suis un simple analyste du renseignement. J'ai regardé ça et j'ai dit non. Aucune chance.
Même un enfant de 5 ans peut comprendre que cela s'est produit. Et si vous avez compris que cela s'est produit, alors il faut... Et comment? il n'y en a qu'un seul. Qui pourrait... faire ça. Et c'est principalement la CIA, avec le FBI qui dissimule toutes les preuves physiques qu'il faut cacher et la Agence nationale de la sécurité qui cache toutes les preuves numériques, comme dans le cas du tireur en Pennsylvanie. Soudain, ils ont effacé le sang du toit et incinéré son corps. Voilà tout. Le FBI se débarrasse des preuves. Pourquoi? Parce que, probablement, la toxicologie aurait prouvé qu'il était sous l'emprise de drogue. la CIA aime ses drogues. Il a sans doute été drogué là-bas pour s'en prendre au président. J'ai prévenu le président Trump il y a 3 ans qu'il tenterait de le tuer. De toute façon, le gars qui a fait ça en a eu soudainement. Vous savez qu'un gars de 20 ans n'a aucun profil social, aucune électronique, pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien du tout, quoi. Tous les jeunes, tous les enfants sont sur ces trucs-là. Lui, il n'a rien du tout. Je pense qu'il n'y a qu'une seule agence qui peut complètement effacer les traces numériques de quelqu'un, et c'est la Agence nationale de la sécurité. Alors, toute la communauté du renseignement a participé à cette première tentative d'assassinat du président. Toutes les agences de sécurité, pas l'armée, pas cette partie-là, oui, ont travaillé ensemble pour écarter un président potentiel, pour l'empêcher d'entrer une seconde fois à la maison. Blanche, je ne sais pas. Ils ont fouillé sa maison, aucun réseau social ni accès à son téléphone. Tu veux dire que le gouvernement américain ne peut pas pirater le téléphone de quelqu'un? Allez, voyons. Ensuite, il brûle son corps en secret pendant que le Congrès tient des audiences à son sujet. Tout cela n'a aucun sens. D'accord. Tard dans la nuit dernière, on a appris qu'Obama et son ministère de la Justice avaient en gros 3 grandes enquêtes contre Hillary Clinton et on leur a dit d'y mettre fin. Arrêter d'enquêter sur elle, ignorer sa vente d'uranium à la Russie, ignorer le fait que son mari reçoit des centaines de milliers de dollars pour des discours en Russie. La Fondation Clinton, arrêtez l'enquête, ses courriels, arrêtez l'enquête, tout cela a été dit d'arrêter. C'est pourquoi je pense que nous n'arriverons pas à Hillary Clinton. Parce que ceux qui ont des informations, ils n'aident pas. On a l'impression qu'ils veulent couvrir ces traces pour une raison quelconque. Si l'Agence nationale de la sécurité possède toutes ces informations, à la place du président, j'agirais. Tout d'abord, je pense qu'il a déjà renvoyé le directeur Hugues qui était là, ainsi que l'adjoint, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est toujours l'adjoint qui a été promu, qu'il n'a pas nommé de remplaçant permanent pour Hugues, n'est-ce pas? Je serais venu et aurais dit « Regardez ». Tout d'abord, arrêtez toute forme d'espionnage interne qui se déroule sans raison valable et ensuite tout ce qui concerne Avec S. Des actes pouvant être des crimes, comme Hillary Clinton, Barack Obama, etc. Vous revenez aux bases de données et vous utilisez ce qu'ils ont fait contre eux-mêmes. Trouvez ce qu'ils ont fait, trouvez ces 30 000 courriels, trouvez quelle conversation Obama a eue avec Hillary et avec qui d'autre pendant Benghazi. Ne les démontez pas. Et ensuite, essentiellement, nous pouvons les condamner avec ces informations, car ils en faisaient eux-mêmes partie et étaient complices en permettant que cela arrive. Caché et du monde. J'ai peur que le président Trump puisse penser « Je peux apprivoiser ce serpent pour en tirer parti ». Si c'est l'attitude du président Trump, il agit stupidement, car ce serpent Gorgone va le dévorer. Donc, j'espère que le président Trump n'est pas aussi stupide pour penser ainsi, mais il doit, vous savez, avoir les bonnes personnes autour de lui. Tulsi Gabbard devait avoir les bonnes personnes quand ils l'ont piégé pour dire « Oh mon Dieu, là-bas ». Les Iraniens n'ont aucune intention de fabriquer des armes nucléaires, mon Dieu. Ensuite, ils l'ont poursuivie car elle était trop naïve pour comprendre la différence. Elle doit donc s'assurer d'avoir de bons assistants pour lui souffler à l'oreille. « Hé, on vous piège, madame !» Directeur, ce n'est pas très rassurant tout ce que nous entendons, mais c'est étonnant que nous ayons réussi à porter cette information à la lumière pour en discuter. Que pouvons-nous faire? C'est le sujet de Slava Trump. Vous savez, si nous ne résolvons pas quelques problèmes fondamentaux,
nous serons toujours dans cette situation. Ensuite, nous dirons « Ah, comme on nous a trompés et volés ». Puis encore une fois « Ah, comme on nous a trompés ». Alors, j'ai une question. Qu'en pensez-vous, oui, messieurs? Disons que votre voisin Joe est entré chez vous dans votre appartement ou votre maison et a pris sans votre permission votre casquette préférée. C'est du vol, n'est-ce pas? Du vol. Et s'il a croisé un autre voisin par la fenêtre du dessous en grimpant la gouttière et lui a dit « En fait, je grimpe par la fenêtre ». Là-bas a tort pour récupérer sa casquette chez elle. Donc voilà. Et le deuxième voisin. Disons qu'il s'appelait Bean. Oui, il a dit « Ah, d'accord ». Donc il n'a pas vraiment protesté. Maintenant, Joe ne l'a pas pris tout seul, mais Bean a dit « D'accord », il lui a en quelque sorte donné la permission. Maintenant, Joe est-il coupable ou non? Est-ce un vol ou non? Bien sûr, c'est un vol. Pourquoi est-ce un vol? Bean n'avait rien à voir avec votre casquette. Et si Joe avait demandé à tous les habitants du quartier, il aurait demandé « Qu'en pensez-vous? Que croyez-vous » Et tout le monde a dit « Oui, prends-lui cette casquette, ce n'est pas un homme. Et nous n'aimons pas ni la casquette, nous n'aimons pas ça. » Voilà, s'il a demandé à tout le monde, et que tout le monde a répondu, et que la majorité a dit « Ok », la majorité démocratiquement, certains ont dit « Non, il ne faut pas ». Mais la majorité a dit « C'est possible ». Et il a appris ça, c'est du vol, parce que la majorité des habitants du quartier, sauf le propriétaire de la casquette, ont dit « Ok, maintenant, c'est quoi ça ?» Eh bien, comment qualifier ça? Du vol, parce que celui qui possède la casquette, n'a pas donné la permission. Et qu'en est-il de l'argent? Et si on avait volé 10 000 $, non pas dans un appartement, mais dans une banque? Bon, il a réussi à trouver un moyen électronique à transférer de l'argent de votre compte vers le sien. Est-ce que c'est du vol ou un malheur? Vous direz bien sûr que c'est du vol, oui. Eh bien, d'accord. Il n'a pas transféré l'argent sur son propre compte, mais sur le compte de l'hôpital où sa fille aveugle subissait une opération pour retrouver la vue. Il a transféré l'argent pour sa fille, pour une bonne cause. Est-ce un vol ou est-ce un escroc noble qui ne vole pas? Il prend simplement à vous pour donner afin de soigner une petite fille malade qui se trouve être sa fille, ou peut-être même pas sa fille. Par pitié pour sa voisine, il a pris sur votre compte et transféré à l'hôpital. Est-ce encore du vol? Et si vous étiez bloqué? Non. Il y a 1000 comptes comme ça, et chacun contient 10 000 $, mais il n'en a pris qu'un seul. Et pour une cause noble. Parce que la petite fille aura des yeux, elle pourra voir, c'est une gentille faille, toute petite, si jeune, voilà. Vous savez ce qui a encore été fait? J'ai sollicité le directeur de la banque, le maire, 2 conseillers municipaux et un lieutenant-colonel retraité. Tous ont dit « Si tu en as autant besoin, prends-le ». Et le maire a même écrit une attestation. Il disait qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Il était même pour qu'on prenne un peu d'argent à un type riche et pas très sympathique pour soigner une gentille fille. Au moins, ça, oui. Parce que le peuple n'est pas contre, ni les autorités. Même le journal local a écrit que, de leur point de vue, il est moral de prendre pour une bonne cause à un individu désagréable et, surtout, riche. Vous êtes le propriétaire, personne ne vous a autorisé à prendre votre casquette, argent, maison ou voiture. Qu'est-ce que c'est, messieurs? Si vous n'avez pas demandé au propriétaire, alors qu'est-ce que c'est? C'est que c'est du vol. Et si les membres de l'administration locale se sont réunis et ont décidé d'appeler cela non pas un vol, mais une redistribution légale, alors qu'est-ce que c'est? S'ils appellent cela une redistribution honnête, est-ce que cela devient honnête ou est-ce que cela reste quand même du vol? S'ils n'ont pas demandé à la personne à qui appartenait ce qu'ils ont pris, et si ces mêmes élites ont décidé d'appeler le fait de prendre de l'argent pumpernickel, est-ce que cela cesse d'être du vol simplement parce qu'ils l'ont appelé pumpernickel?
C'est comme ça qu'on appelle le pain en Allemagne. J'ai peut-être mal prononcé, mais j'ai adoré ce mot. Voilà. Et maintenant, la dernière question la plus cruciale, comme disait Vladimir Ilitch Lénine. La majorité de la population, le maire, les membres du conseil municipal, la police et les sans-abri. Tous, absolument tous, même pas la majorité. Tous ont voté pour vous prendre vos biens sans votre consentement ni votre avis. Et ils ont appelé cela une imposition, une réglementation, une application ou des impôts. Est-ce que cela change quelque chose ? Est-ce que cela cesse d'être du vol ? Ou bien, si on n'a pas demandé au propriétaire, cela reste-t-il du vol ? Regardez ce qui se passe. Dès que nous nommons des personnes qui, comme les membres du Congrès américain par exemple, peuvent vous prendre à tout moment pour n'importe quel but, n'importe quelle somme d'argent, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre la main dessus. Entre eux, des bagarres commencent pour les places sur cet argent. On dit sur le tuyau les places. Dans la bagarre, seuls interviennent ceux qui ont la force et l'influence. Nous les appelons les siloviki. Dès qu'ils en ont la possibilité et technique, ils rassemblent des dossiers sur tous ceux qui peuvent leur faire concurrence dans l'utilisation de l'argent. Ceux-là qui ont été élus. Donc nous avons des voleurs, voilà, et donc ceux qui gèrent ce qui a été volé, pris sans détruire les propriétaires. Des moyens et des biens. En fait, donc, pour que vous ne vous agitiez pas, on vous raconte des histoires sur une petite fille aveugle qui a besoin d'une opération coûteuse et les méchants riches ne veulent sans pas aider, ces salauds, d'éviter ça. Et puis l'idée vient de gagner encore plus d'argent, parce qu'une telle idée vient tout le temps et à tout le monde. Et ils déclarent soit la guerre à un autre pays, soit, s'il n'y a personne contre qui se battre, oui, la guerre contre la drogue, ou la guerre contre la pauvreté, ou contre les clochards, ou contre les sans-abri. Il vola sans cesse chez vous, toujours plus, et si vous vous y opposez, vous êtes jugé insensible. un salaud et... Au lieu de vous, dans une société civilisée, non. Et ils prennent encore plus. Voilà, et Ginny, ensuite nous te punirons pour ça. Qu'a fait Lokilovic Barabala, puis après ça il a volé, et ensuite Barabala, qu'a fait Obama. Il a acheté pour 15 millions. Une maison pour... Au bord de l'océan dont il nous a parlé pendant 8 ans, selon ses dires. La rivière devait déborder, et si vous vivez juste au bord, vous serez immédiatement inondé. Il a acheté une maison au bord pour 15 millions. Il pensait sans doute à noyer sa femme et ses enfants, Dieu seul sait. Et le jour où le président Barack termine son mandat, Barack et Michel reçoivent soudainement, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Je ne plaisante pas. Pour les futurs livres et films qu'ils feront sûrement un jour. Vous vous souvenez d'Al Gore, ce vice-président, oui, qui s'est présenté à la présidence? Donc, au moment où il a quitté la Maison-Blanche, il avait 2 millions de dollars. En immobilier, en argent, en tout ça, des voitures, etc. Très vite, il s'en s'est donné cette fin retweet. Il s'est retrouvé avec 200 millions de dollars. Maintenant, il en a 300 millions. Un Oscar pour le film et un prix Nobel pour avoir trompé toute la planète. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, le prix Nobel, le prix pour avoir trompé toute la planète. Les Clinton ont pris plusieurs services de vaisselle de la Maison-Blanche, disant qu'ils étaient trop pauvres pour recevoir des invités. Ils ont tout dépensé, donné, puis possèdent aujourd'hui 240 millions de patrimoine. Je ne compte même pas ce qu'ils ont mis de côté pour leurs filles. Et la fondation Clinton a reçu environ 300 millions de dollars pendant les années où Hillary était secrétaire d'État. Selon les rumeurs, après son départ, la fondation n'a plus reçu d'argent. La question est pourquoi? C'est une question difficile à laquelle vous devrez réfléchir. Pourquoi tout vous dire? Étant donné qu'aux États-Unis, il y a environ 200 ans, on a instauré le meilleur ordre sur la planète, cela a donné un élan incroyable au développement de notre nouveau monde. La suite arrive. 200 ans de bureaucratie ont érodé les fondements principaux et il est devenu évident qu'il fallait rafistoler la Constitution.
Je ne parle pas de changer, je parle de rafistoler et de changer la façon de gérer la société. Décider ainsi, quand le droit de choisir revient à la majorité qui vote, c'est absurde, criminel et immoral. 3 personnes, oui, l'une travaille, les 2 autres non, ils se réunissent ensemble. La démocratie. Ils ont voté pour prendre la moitié de l'argent de ceux qui travaillent. Pourquoi ? Et ça, c'est la démocratie. Voilà donc 70 000 sans-abri dans les rues de Los Angeles. C'est absurde et criminel de consacrer des milliards de dollars chaque année. Il suffit de reloger ces sans-abri, mais si tu le fais une fois, comment profiter ensuite des programmes ? Hein ? Donc, avoir le droit d'ouvrir les frontières, de laisser entrer 10, 15, 20, je ne sais pas combien de millions de clandestins, c'est criminel, c'est bien ça. Donner aux politiciens et aux bureaucrates le pouvoir de gérer les finances pour des projets publics, c'est criminel, c'est stupide, ça mène au vol, à la corruption, aux conflits, aux affrontements, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire contre le fait que nous voulons, vous et moi, une vie paisible avec la prospérité et la liberté. Nous faisons tout pour détruire ces libertés qui sont inscrites dans le bon sens. Thomas Paine et de son pamphlet ont été transférés dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il est temps de changer de dirigeant et de parti, en espérant que cette fois, ce sera différent. Tout sera différent, complètement. Et puis, il s'avère qu'ils ne font que changer de place, puis, après un certain temps, ils échangent à nouveau leur rôle. Des permutations encore et encore, ici, là, ici. Et attendre que quelque chose change, c'est stupide. Ça s'est déjà produit 30 fois. Rien ne change. Ronald Reagan arrive, ça va mieux, puis boum, encore une fois. Ça recommence, pas parce que... Ce n'est pas lui qui est mauvais, c'est l'ordre des choses. Rédacteur. Changer une chose pour une autre, ça ne marche pas. Tout le monde semble heureux, crie et danse dans les rues. Bam, c'est reparti, le temps change. Méthode de gestion. Suivez-moi, Otchkar, téléchargez mon livre gratuit « Capitalisme sans teint » via le lien ci-dessous et recevez-le gratuitement. Merci à la Fondation Sciences de la Liberté. Chaque jour, des vidéos de 10 minutes comme celle-ci, intéressantes, captivantes et divertissantes. Alors commencez votre journée avec ces 10 minutes. Prenez une tasse de café ou un verre de champagne ou ce que vous buvez le matin. Et très vite dans votre tête, peut-être un peu moins de champagne, mais eh bien aussi. Très bientôt, une toute autre image du monde commencera à se dessiner dans votre esprit. Et c'est alors que nous parlerons.